l'approvisionnement de l'agriculture. Et je pense que l'agriculture doit aussi réfléchir à ses débouchés, en fait. Alors avec Francis Walter du groupe Avril, on va voir bien que l'agriculture se préoccupe aussi de ses débouchés. Alors on l'a perçu très rapidement dans le film tout à l'heure. Effectivement, l'agriculture a toujours dû faire face à des périodes de disette et parfois aussi des périodes de récolte plus pléthoriques. Voilà. Avec des surproductions. Plus que jamais, il a fallu pour produire, répondre à un marché et adapter nos productions à un certain nombre de marchés et parfois créer ce débouché. On l'a vu en 92 avec la mise en place de la jachère. Un certain nombre d'agriculteurs se sont mis à réfléchir à quelle production mettre en place pour utiliser ces terres qui ne devaient pas avoir de débouchés alimentaires. Ça a été la naissance de la filière diester, des biocarburants, dont Sophie Protéol, Avril maintenant, a été acteur. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique, un petit point d'étape sur ce débouché, sur cette filière? Très bien, merci. Je voudrais remercier donc les organisateurs de votre invitation en particulier et excuser aussi Jean-François Rousse, notre directeur de l'innovation, et Michel Boucli, le directeur général adjoint, qui souhaitait être présent aujourd'hui et puis malheureusement leur emploi du temps n'aura pas permis de se déplacer. Ils sont en Europe, ils sont déplacés là aujourd'hui. Je suis très impressionné par cette mobilisation. Je trouve ça finalement une belle septuagénaire qui est dynamique et ça fait plaisir en tout cas à voir. Cette mobilisation en fait des milieux agricoles et des organisations agricoles en fait rejoint complètement l'initiative et ce qui a été créé au niveau du... Alors je vais parler de Sophie Protéol à ce moment-là, dans les années 80, avec une idée qui est, à mon avis, très forte, qu'on retrouve dans l'ensemble des organisations agricoles, qui est le sens du devenir collectif et celui de l'initiative individuelle. C'est-à-dire savoir conjuguer le fait d'avoir son exploitation et d'avoir ses propres objectifs économiques au niveau de son exploitation, mais de regarder un peu plus loin, de savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire collectivement et de se chercher des opportunités. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est aussi l'audace. L'audace, quand on parle d'innovation, c'est très bien. Il y a un pas à faire ensuite pour aller plus loin et de trouver l'énergie pour être audacieux et pour aller sur des nouveaux créneaux et des nouvelles valorisations et d'aller trouver les moyens financiers pour le faire. 3 dates. 1973, embargo soja des États-Unis. La France avait développé un modèle qui était basé sur les céréales et sur l'élevage, sur le développement de l'élevage. Dépendance à 80-90% des importations de protéines. Que fait-on? Est-ce que finalement on sacrifie les filières animales? Quels objectifs se donner et réorienter complètement une partie des productions de céréales, mais plutôt vers les protéines? Voilà des questions qui ont été posées à ce moment-là. 1983, création de Sophie Protéol. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu un contexte relativement favorable. Le premier peut-être marquant, c'est celui de la création des interprofessions. 1975, une date importante, et une réflexion, une première base de la réflexion en filière, donc de l'agriculteur pratiquement jusqu'au consommateur. Mais comment essayer de structurer, comment essayer de le monter? Il a fallu 10 ans, pratiquement 10 ans, pour que Sophie Protéol, parce qu'il y a eu ce constat de cette dépendance de protéines, le constat d'autre part, et là c'est une directive européenne quand même, de dire qu'on avait une dépendance trop importante vis-à-vis des produits énergétiques et pétroliers. On a eu aussi la possibilité, en tout cas, d'avoir une technologie qui est disponible, où finalement Sophie Protéol a pu, dans un premier temps, se constituer
Sophie Protéol, donc finalement société financière des oléoprotéagineux, a constitué un fonds et ce fonds devait servir à faire tous ces développements industriels, devait venir en appui. Le problème, c'est que l'industrie, globalement, avec des projets nouveaux et audacieux, comme je disais tout à l'heure, et notamment les pétroliers, n'ont pas souhaité aller sur ce terrain. On peut un peu comprendre le fond pourquoi. Hein. Et donc, la société, Sophie Protéol, qui avait un statut de banque, a dû aller sur le marché, finalement, est devenu un industriel. Et au fur et à mesure, a grossi en tant qu'industriel, en allant chercher des licences pour réaliser une première mondiale à Venette pour la production de biocarburants, et ensuite a développé, au fur et à mesure, notamment des directives européennes qui obligeaient à aller avoir des pourcentages d'incorporation, donc on dit 10% en 2020, donc a grandi et s'est complètement concentré ses moyens sur cette production de biocarburants, tout en conservant la possibilité d'investir, bien sûr, au niveau dans la recherche, au niveau amont, c'est-à-dire sur la semence, sur les cultures, sur les outils logistiques pour les approvisionnements. Donc il y a une structuration qui s'est faite au fur et à mesure du temps sur l'ensemble de la filière et puis avec une diversification. Ce qui est intéressant dans la valorisation du colza, bien que ce soit contesté par certains, c'est de pouvoir jouer à la fois sur une matière première qui a un débouché alimentaire et un débouché industriel. Ça, c'est déjà une flexibilité qui est importante. Quand on a commencé à développer les biocarburants, on a eu des coproduits. On a 2/3 de coproduits, enfin un peu moins maintenant, mais 2/3 de coproduits qui sont les tourteaux et qui ont été orientés vers le marché de l'alimentation animale et qui ont permis aujourd'hui d'avoir à peu près 40 à 45% de dépendance de la France par rapport à ces protéines. On est parti quand même à 80%. Enfin, je veux dire, il y a un effort qui est conséquent. Et puis on a eu du glycérol aussi, qui est un coproduit dans cette partie de production des biocarburants. Ce glycérol, voilà encore un troisième produit qui va vers la chimie et l'oléochimie et qui remplace des produits pétroliers. Donc on avait commencé à diversifier, à développer et à diversifier, à innover à chaque fois, parce qu'il fallait trouver, ça paraît comme ça aujourd'hui assez simple, mais substituer un tourteau de soja par un tourteau de colza, il a fallu quand même faire beaucoup d'études pour connaître exactement la valeur nutritionnelle, de savoir quelles étaient les meilleures formulations à pouvoir proposer aux éleveurs avec ces nouveaux produits. Et puis comment on les complémente, etc. etc. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus court, mais je vais dire simplement aujourd'hui par rapport à ces biocarburants, il y a eu un retour en arrière de l'Europe en disant, à un moment on parlait de plus de 10% en 2020, mais de 5%. Aujourd'hui, c'est négocié à 7% en France. On espère que ça va être étendu, bien sûr, ça va être confirmé que ça va être étendu à toute l'Europe. En France, donc, on a une réduction d'activité, bien sûr. D'une part, quand on regarde la prospective, on s'aperçoit qu'on va consommer un peu moins de diesel. Et donc nos produits se mélangent bien avec le diesel. Donc une diminution de la consommation. On a aussi certainement une progression après 2020 du véhicule électrique. Donc il y a une évolution à faire aussi et une réflexion à porter là-dessus, notamment sur l'hybride diesel et puis électrique. Nous, ce qu'on cherche à avoir aujourd'hui, c'est de montrer tout l'intérêt qu'on a fait dans cette diversification, dans ces différents produits, et de poursuivre. On sait très bien avec les motoristes et avec les constructeurs automobiles que ce 10%, on peut l'atteindre sans problème et on peut même monter au-delà.
On investit néanmoins quand même aujourd'hui aussi dans les biocarburants, le biodiesel de seconde génération, c'est-à-dire un biodiesel qui va être fait à partir de bois, de paille de sérail, de colza, de cultures dédiées, de miscanthus, alors ça ne se développe pas beaucoup, mais de switchgrass, enfin toute une série de plantes lignocellulosiques qui nous permettront ensuite de faire des formulations de carburant avec des matières qui ne sont pas considérées comme des matières alimentaires et pas, en tout cas, cultivées sur des terres alimentaires, sur des terres à destination alimentaire. D'accord. Merci d'être revenu sur la mise en place de cette filière qui a su bénéficier d'une croissance forte, de la mise en place d'un outil industriel. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la concurrence sur ces marchés, de décisions politiques inconstantes, je pense qu'il faut encore travailler sur de nouveaux débouchés. Alors, quelles sont les prochaines ambitions au sein du groupe Avril pour les prochaines années? Alors, on s'est beaucoup concentré sur la partie huile biocarburant. Il a fallu faire beaucoup d'investissements. Il a fallu aussi construire toute cette filière. On intervient aussi bien dans la nutrition animale que dans l'oléochimie. Aujourd'hui, le groupe est leader européen en oléochimie. Donc en huile alimentaire aussi, bien sûr avec le sieur. On a investi aussi dans une diversification du côté des valorisations animales, mais aussi bien donc, dans le porc que la volaille, dans les œufs, notamment avec une marque comme Matine. Bon, on a donc cherché au fur et à mesure à constituer, à regarder comment toute cette filière, on pouvait assembler toutes les briques de cette filière, de trouver à chaque fois des valorisations. Et ce qu'on a pu négliger certainement au cours de ces dernières années, c'est complètement paradoxal, mais c'est la protéine. On est parti de la protéine, on est passé par l'huile et par sa diversification. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la protéine. Et il faut la protéine partout. Alors aujourd'hui, quand on parle de démographie, quand on parle de population mondiale et de nouvelles habitudes alimentaires, etc., on s'aperçoit que dans les années qui viennent, le plus grand déficit sera sur la protéine. Alors ça va faire partie, donc ça fait partie de nos objectifs. Le deuxième, alors dans les protéines, on peut faire un tas de choses. On peut faire des concentrats, on peut faire toute une série de nouveaux produits. On saurait faire du lait de colza, comme on a du lait de soja, du lait de tournesol. Ça, on peut très bien imaginer le faire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une étude de marché qui soit quand même très poussée, parce que c'est pas non plus évident d'aller sur ces nouveaux marchés. On peut faire aussi des produits industriels. On s'est aperçu que, et on le sait, une protéine, on va prendre la protéine de l'œuf, par exemple, elle coagule. On s'aperçoit que c'est un produit qu'on peut mélanger à certaines colles, et pour notamment, par exemple, les panneaux de bois. Et on a développé là, on a déposé des brevets sur ce sujet en collaboration avec d'autres entreprises. Et il y a une start-up là qui est lancée pour ce type de production. Donc les protéines avec leur diversification aussi bien alimentaire, priorité alimentaire, et puis alimentaire, quand je parle d'alimentaire, c'est aussi bien nutrition animale que humaine, et puis ensuite toutes les parties de la chimie. Les produits spécialités, on est certainement... on a une marge de manœuvre énorme quand on travaille avec le végétal. C'est pour ça que quand vous parliez d'agriculture et du fait de croire vraiment très positivement en l'agriculture et dans ses productions végétales, je suis sûr qu'on peut penser certainement positivement aussi aux productions animales, bien sûr, mais dans ces productions végétales, on a énormément de marge devant nous de progrès et de possibilités d'utiliser toutes les propriétés du végétal. Dans les produits spécialités, alors on a parlé de biocontrôle. Le biocontrôle, ça peut être aussi bien un micro-organisme qui vient
on va dire bouffer un autre micro-organisme, mais ça peut être aussi des matières premières végétales qui sont extraites et qui vont servir, par exemple, de produits phytosanitaires. Je vais vous prendre l'exemple du colza. On sait très bien que le colza, il y a quelques années, contenait ce qu'on appelait des facteurs antinutritionnels. Et en fait, ces facteurs antinutritionnels, ça correspond à la plante, à sa façon de se défendre. Les plantes se défendent contre les herbivores, que ce soit l'homme, que ce soit la vache ou que ce soit l'insecte. Elles émettent des composés toxiques qui fait qu'on va très mal digérer la plante si on la mange. Alors, le colza, c'est pas trop méchant, hein. Il y a pire, il y a la manite phalloïde, qui, elle, est carrément toxique. Mais en tout cas, ces produits, à partir du moment où on fait ce type de constat, on peut aller chercher ces molécules et s'en servir ensuite, les extraire, les concentrer, et de pouvoir les utiliser comme produits phytosanitaires. Voilà ce type d'exemple. De produits de spécialité, maintenant, il y a des produits dans la chimie, notamment pour les peintures, pour les vernis. Alors là, on les trouve maintenant aujourd'hui sur le marché. On trouve des peintures à base d'ester de colza, par exemple, ou d'ester de tournesol, ou de produits ou dérivés de produits laitiers. Ça arrive aussi. Et le troisième point, la troisième orientation dans l'innovation, c'est tout ce qui concerne l'investissement. On a investi dans un projet pour faire des biocarburants de seconde génération, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un projet aujourd'hui qui est proche de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros pour faire un pilote de démonstration pour valider une technologie. C'est énorme. C'est énorme. Alors on est associé avec Total, avec le CEA, avec des équipementiers, mais dès qu'on commence à aller dans un domaine beaucoup plus fin, notamment des carburants ou de la technologie fine, les investissements sont énormes. Et quand il faut les démontrer aussi. Donc, cette partie-là, les efforts qu'on doit porter aussi, c'est sur toute la réflexion sur notre organisation financière et sur la façon dont on peut porter l'innovation. Porter l'innovation, ça veut dire de pouvoir aussi trouver les moyens de financement. Il ne s'agit pas, on le sait très bien, il y a des concours Lépine pour ça, celui qui a la meilleure idée, quelquefois, on ne la trouve pas forcément sur le marché, et il faut trouver les moyens et son organisation pour le faire. Merci. Je trouve une constante avec vous trois, en fait, c'est quand même la recherche qui vous paraît, qui est incontournable dans chacun de vos entreprises. Et effectivement, aussi, autant de financement, de moyens sont mis dans la recherche, c'est que vous croyez toujours dans l'agriculture. Et ça, pour nous, c'est quand même, je pense, assez optimiste. Alors, avec Maximin Charpentier, qui est agriculteur et